Il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il s'agit du pétrole, du diesel, de la Chine, de la Russie, d'Israël et de la façon dont une guerre peut ébranler tout l'ordre mondial. La position mondiale, le tableau mondial est tout simplement effroyable. Ce matin, je regardais la situation en Inde parce que je voulais savoir combien coûte un baril de pétrole là-bas. Il est à 118 $ le baril et il continue de monter. Quand il s'agit du carburant d'aviation, d'autres types de distillats et du diesel, le monde est en grande difficulté. Et nous aussi. Nous allons manquer de diesel avant de manquer d'essence. Même si nous sommes en meilleure posture, et même si nous continuons à parler de notre soi-disant indépendance énergétique, la vérité, c'est que nos réservoirs de stockage ne sont pas vides, mais ils sont bien en dessous du niveau où nous voudrions être en ce début d'été. Il ne faudra pas très longtemps pour épuiser ce que nous avons en réserve. Cela va contrarier beaucoup de gens. Tout le monde oublie que le diesel fait rouler les camions. Les camions livrent tout. Les compagnies aériennes s'effondrent et nous allons voir des milliers de vols annulés jour après jour, semaine après semaine. Certaines personnes pourraient essayer de présenter cela comme un inconvénient temporaire, comme quelque chose de modeste comparé à l'objectif supposé de détruire l'Iran avant qu'il puisse obtenir une arme nucléaire et menacer le monde entier. Mais c'est absurde. C'est tout simplement n'importe quoi. L'Iran n'a jamais vraiment voulu d'armes nucléaires et je ne suis pas sûr qu'il en veuille vraiment une maintenant, même si je soupçonne plutôt qu'il va en construire une à ce stade, comme beaucoup d'autres le feront aussi. Parce que c'est ainsi qu'on nous tient, nous et les Israéliens, à distance. Dans la version de la réalité favorable à Trump, chaque crise est temporaire, chaque pénurie est la faute de quelqu'un d'autre, et chaque mauvais plan devient historique avant même que la facture arrive. Entre-temps, l'impact plus large ailleurs est quelque chose que, je crois, presque personne ne comprend vraiment. Regardez la Chine maintenant, regardez Pékin. Pékin et Moscou ont tous deux conclu qu'ils ne peuvent pas laisser l'Iran tomber, parce qu'il est parfaitement évident que ces dirigeants dangereux et déséquilibrés en Occident, particulièrement à Washington, voudront ensuite s'en prendre à eux. Ils doivent donc prendre position avec l'Iran. Il fut un temps où les gens parlaient d'une sorte de pivot des BRICS comme d'une alliance entre la Russie, l'Inde et la Chine. Je pense que cela a changé maintenant. C'est la Russie, l'Iran et la Chine. L'Iran est un État de première ligne, directement dans la ligne de mire des forces américaines et israéliennes, tout comme les forces européennes et américaines maintiennent la Russie dans la ligne de mire. Donc, la première chose à comprendre, c'est que le président Trump veut aller à Pékin. Que va-t-il trouver à Pékin? Je pense qu'il va y trouver beaucoup de gens extrêmement en colère et mécontents de tout ce qu'il a fait. S'il s'attend à ce que le président Xi se conforme à toutes les exigences qu'il formule, il a perdu le contact avec la réalité. Pékin vient d'annoncer que les entreprises chinoises ne respecteront pas les sanctions américaines visant leurs raffineries, en particulier celles qui sont liées au commerce du pétrole iranien, y compris le grand poids lourd. Je pense qu'il s'appelle Hongli Petrochemical. Apparemment, le plan consistait à frapper sur la table, à appeler cela du leadership, et à espérer que Pékin confondrait le bruit avec une stratégie. C'est un tournant majeur dans les relations entre Pékin et Washington. Aussi agaçant et irritant qu'aient été les droits de douane, nous avons vu que les Chinois étaient disposés à nous accommoder sur beaucoup de ces questions de commerce, d'échange et de tarifs douaniers. C'est terminé. La Chine resserre son emprise sur le commerce avec les États-Unis, elle élargit les contrôles à l'exportation sur les minéraux critiques. Elle renforce ses propres chaînes d'approvisionnement et son pouvoir de façonner les relations avec le reste du monde. Autrement dit, elle réduit progressivement ses investissements aux États-Unis. Elle se débarrasse de nos bons du Trésor, de notre dette, et elle réalloue ses réserves vers des actifs plus solides, en particulier l'or, tout en réduisant sa dépendance au commerce américain. C'est très dangereux parce que nous importons énormément de Chine. Cela ne changera peu, être pas grand-chose pour nous sur le plan militaire à certains égards, mais cela fera certainement une différence pour le consommateur américain. La croyance fondamentale du président Trump dans l'utilité de la force militaire américaine et dans le pouvoir de façonner notre politique étrangère a été un désastre. C'est le vieux tour de magie de la conférence de presse. Agiter un drapeau, dire force, et espérer que personne ne vérifie la chaîne d'approvisionnement. La seule chose qu'il doit apprendre avant d'aller à Pékin est quelque chose qu'il ne peut pas apprendre. Et c'est une certaine dose d'humilité, parce que nous avons réellement besoin de l'aide chinoise. Nous devons démilitariser nos relations avec la Chine et le reste de l'Asie. L'Asie en a actuellement assez de nous, et elle est fatiguée de nous. Elle préférait tout simplement faire des affaires sans nous. Ce serait une catastrophe. Mais amener le président Trump à ce point, voilà le problème. Le président Trump me rappelle toujours, franchement, Winston Churchill.
Winston Churchill avait beaucoup de qualités, mais il avait aussi certains défauts très importants. Il n'aimait pas les faits lorsqu'il contredisait son point de vue, lorsqu'il contredisait ses positions et ses politiques. Il refusait tout simplement de les accepter. Je pense que le meilleur exemple est celui de Mountbatten qui se rend en Inde pour gérer l'indépendance de l'Inde vis-à-vis du contrôle impérial britannique. Il a finalement fait un assez bon travail. Ce n'était pas parfait. Mais lorsqu'il est revenu en Grande-Bretagne, Churchill était furieux. Il refusait même de lui parler, il refusait de le rencontrer. Cela ressemble un peu à Trump. Mais la liquidation de l'Empire britannique était une nécessité absolue parce que les Britanniques étaient ruinés. Leur ratio dette-PIB était de 240%. Ils ne pouvaient pas se permettre d'offrir des soins de santé à leur propre population. Je ne pense pas que le président Trump prenne en compte tous ces facteurs et leur accorde le poids approprié. Ce qui se passe ici, aux États-Unis, est en fin de compte beaucoup plus important que tout ce qui se passe à l'étranger. Lorsqu'il dit que nous ne dépendons pas du Golfe Persique, il a raison. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous savons tout ce qu'il fait. Il mène une guerre pour Israël. Nous devons accepter la réalité. Il n'y a jamais eu de stratégie viable ou cohérente pour cette campagne. La marque dit « l'Amérique d'abord », mais le manuel d'exploitation semble avoir été imprimé ailleurs. Franchement, j'ai examiné cela avec frustration, en essayant de trouver une construction très précise objectif-méthode, état final qui dirait que l'objectif est X. Je pense que l'objectif initial était de bombarder pour soutenir tous ces milliers de personnes censées se soulever contre le gouvernement. Pour penser en ces termes, bien sûr, il fallait écouter les Israéliens. Et les Israéliens, évidemment, sont des menteurs prodigues sur toute cette affaire. Ils ont créé l'illusion, je pense, dans la tête du président Trump et dans celle d'autres personnes aux États-Unis, qu'il y avait des millions de gens qui attendaient simplement l'occasion de sortir leurs couteaux et leurs pelles pour s'en prendre au mollah. Ce n'est pas vrai. Cela n'a vraiment jamais été vrai. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition dans le pays. Bien sûr qu'il y a une opposition, mais l'opposition n'était pas du type qui a été présenté, et ils n'ont pas tué 30 000 personnes. Nous pensons que le chiffre était de 3 400, ce qui inclut 400 policiers. Les 400 policiers qui tentaient de gérer la manifestation ont été tués après que le Mossad et la CIA ont fait entrer clandestinement des armes dans le pays, les ont distribuées et ont en fait dirigé une partie des tirs. Donc, ce n'était pas un soulèvement spontané à Téhéran. C'était quelque chose qui relevait très très largement de notre instigation. Ils ont dit au président Trump que cela fonctionnerait. Cela n'avait aucune chance de fonctionner. Il était prêt, à ce moment-là, à lancer des frappes parce qu'il était tellement convaincu que cela pourrait marcher. Cela n'a pas marché. Alors l'objectif a changé. Décapitation, changement de régime par le sommet, parce qu'une fois encore, les Israéliens ont promis que si ces individus étaient tués, tout s'effondrerait. Cela venait du fait que les Israéliens avaient adopté dès le départ la position selon laquelle l'Iran ressemblait beaucoup aux États arabes, à d'autres constructions artificielles, un peu comme Israël, issus de l'après-première guerre mondiale. Ce n'est pas le cas. L'Iran est un État civilisationnel. Il existe depuis plus de 2000 ans, et les gens là-bas le ressentent profondément. Donc cette prémisse était absolument fausse. Une théorie qui s'effondre au contact de l'histoire reste apparemment utile, tant qu'elle a l'air confiante à la télévision. Cela a échoué. Mais nous avons bombardé pour atteindre cet objectif. Et lorsqu'il est devenu clair que cela n'allait pas se produire, nous avons commencé à chercher d'autres cibles. La méthodologie, je dirais, est passée de la décapitation à une destruction généralisée visant la désintégration de l'État iranien. Cela a aussi échoué. Nous avons épuisé les munitions exotiques, nos stocks pour tout le reste étaient faibles. Alors nous avons déclaré un cessez-le-feu. Une fois encore, tout le monde a menti en affirmant que l'Iran le réclamait, qu'il était à genoux, qu'il en avait besoin. Ce n'était vraiment pas vrai. Dans le tableau de bord à la Trump, même manquer d'options peut être annoncé comme une victoire écrasante. Ce n'est pas une menace existentielle pour nous. Autrement dit, cette guerre n'est pas menée contre un ennemi qui pourrait un jour nous menacer de destruction. Quels que soient nos différends avec l'Iran, ils ne justifiaient pas une guerre, contrairement à ce que certaines personnes aux États-Unis veulent croire. Elles veulent croire que les Iraniens complotent depuis toujours la mort de milliers d'entre nous. Ce n'est tout simplement pas vrai. Ce qu'ils ont fait pendant notre occupation de l'Irak est quelque chose que nous avons déjà fait dans le passé. Lorsque les Français étaient au Mexique, nous avons aidé la résistance aux Français au Mexique contre les Français, parce que c'est ce qui se passe lorsqu'une puissance étrangère s'installe dans un pays voisin et représente une menace. On aide les gens du coin qui veulent se rebeller contre elle et expulser cette puissance. C'est essentiellement ce que les Iraniens ont fait, mais ils n'ont pas construit tous les engins explosifs improvisés. Ils ont montré à certaines personnes comment le faire, puis les gens, à l'intérieur de l'Irak, ont construit ces engins explosifs improvisés.
Ils nous sont aussi venus en aide, ce que personne ne prend la peine de rappeler. En fait, le général Soleimani, que nous avons tout fait pour assassiner, a joué un rôle déterminant dans le rétablissement de la paix avec la communauté chiite, dans le sud et dans le déplacement de ce mollah qui était une épine dans le pied de tout le monde, hors d'Irak et vers Qom pour y étudier la théologie. Cela a contribué, non pas à lui seul, mais comme une grande partie du succès de la poussée militaire, à un résultat qui avait beaucoup plus à voir avec de l'argent distribué à des figures clés en Irak, ainsi qu'avec le travail accompli par Soleimani dans le sud de l'Irak. Le point essentiel, c'est que nous ignorons ces choses, puis nous ignorons complètement la guerre entre l'Irak et l'Iran. Les Iraniens ont perdu plus de 800 000 personnes tuées. C'est presque 1 million, et cela n'a pas brisé l'Iran. Qu'est-ce que nous attendons? J'imagine que nous attendons l'impossible. Alors je pense que nous allons revenir à cela cette fois-ci, et que l'objectif sera de détruire l'État iranien, de faire sombrer sa société, de ruiner son économie et d'infliger un maximum de dégâts. Cela signifie que tout est permis. Les ensembles de cibles incluront tout ce qui pourrait être relié, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, à un potentiel militaire. Donc j'imagine que cela veut dire tout et n'importe quoi. Des usines qui produisent des jouets, des usines qui produisent n'importe quoi. C'est ce qui se produit dans ces campagnes aériennes et de missiles. Rien ne dit stratégie de précision, comme le fait d'élargir la liste des cibles jusqu'à ce que la liste des cibles devienne tout le pays. Pendant ce temps, nous utiliserons des troupes au sol pour tenter de créer l'illusion que nous avons réussi, pour montrer que nous contrôlons cette île à l'intérieur de l'État, à l'intérieur du Golfe. Je pense que nous finirons par perdre beaucoup de gens inutilement parce que contrôler de petites îles, ce qui aurait être fait une différence il y a 100 ans, ne fait plus aucune différence aujourd'hui. Tout le monde, sauf les États-Unis, Israël et peut être les Émirats arabes unis, qui se sont révélés être un soutien duplicite mais constant d'Israël, voit l'Iran comme une figure héroïque sur la scène mondiale parce que l'Iran a tenu tête aux États-Unis et à Israël. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Du point de vue du reste du monde, les déclarations de Rubio suscitent le rire pour exactement cette raison. La situation ouverte qu'il décrit est celle qui existait avant que la guerre soit menée contre l'Iran. Mais ici, aux États-Unis, il se peut qu'on ne comprenne pas cela. Malheureusement, beaucoup de gens seront d'accord avec le cadrage de Rubio. Mais ce que Rubio veut vraiment dire, c'est que les États-Unis veulent que le Golfe soit ouvert seulement selon leurs propres conditions, tandis que les conditions de l'Iran sont jugées inacceptables. Et pourtant, c'est un fait que l'Iran contrôle la majeure partie du littoral dans le Golfe Persique. L'Iran est le pays qui a le plus grand intérêt dans ce qui se passe dans le Golfe. Les Iraniens vivent là, nous ne vivons pas là, nous n'y avons pas beaucoup d'intérêt. Donc nous sommes revenus au point de départ. Le secrétaire Rubio sait qu'il trompe le peuple américain. Jusqu'à maintenant, il s'en est tiré. Le président Trump aussi. Le slogan, c'est la liberté de navigation, les petits caractères, c'est la liberté d'obéir au scénario préféré de Washington. Je rencontre tout le temps des gens qui croient que nous devrions simplement écraser ces gens. Lorsqu'on leur demande pourquoi, ils se rabattent sur l'idée que nous avons eu des problèmes avec l'Iran pendant des années et que par conséquent, il faut simplement en finir et les écraser. La vraie question est de savoir ce qui se passe si la Russie et la Chine décident qu'écraser l'Iran est inacceptable. Parce que si cela devait vraiment en arriver là, je pense que la Russie et la Chine interviendraient directement et rien ne pourrait les en empêcher. Qu'est-ce qui va exactement se mettre en travers de la Russie et de la Chine? L'hypothèse selon laquelle nous enverrions simplement notre marine et notre aviation ignore ce qu'il a déjà fallu mobiliser pour faire face à l'Iran. La majeure partie de la marine américaine, d'une manière ou d'une autre, a dû détourner son attention, ses ressources et son personnel vers la région du Golfe Persique, vers la mer d'Arabie et l'océan Indien. Si c'est ce qu'il faut pour faire face à l'Iran qui dépense 1% ou une fraction du pourcentage de ce que nous dépensons pour la défense, alors cela suggère que si nous devons affronter la Russie et la Chine, nous sommes fichus. La foule des victoires faciles continue de vendre du tonnerre, pendant que la logistique envoie discrètement la facture. Les gens ne sont pas intelligents. Ils ne pensent pas en ces termes. Ils se rabattent sur l'idée que nous sommes la plus grande puissance du monde. Cela ressemble à la Grande-Bretagne avant la Première Guerre mondiale, lorsque les Britanniques chantaient dans les pubs qu'ils avaient les hommes, qu'ils avaient les navires et qu'ils avaient aussi l'argent, donc ils pouvaient aller faire tout ce qu'ils voulaient. Une grande partie de ce que nous appelons la puissance britannique dans l'Empire britannique est morte sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, pour rien, contre des gens qui n'étaient jamais leurs ennemis. C'est ce que nous faisons en ce moment. Les gens qui vivent en Iran ou en Perse ne sont pas, par définition, les ennemis des États-Unis. Je ne vois aucun espoir.
Si vous êtes israélien en ce moment et que vous soutenez M. Netanyahou, c'est votre chance, parce qu'en ce moment, il a le contrôle complet des forces armées des États-Unis. C'est lui qui est réellement aux commandes. Si les gens n'avaient pas compris cela lorsque M. Vance est sorti de la réunion, a pris le téléphone et a appelé Netanyahou, alors je ne sais pas quoi leur dire. Tant que cela ne changera pas fondamentalement, je ne pense pas que nous verrons quoi que ce soit de magique ou de bon sortir de cette relation. Le peuple américain n'a jamais été consulté sur cela. Cette guerre est survenue sans aucune véritable consultation du peuple américain. On n'a pas demandé aux Américains de voter pour elle. Personne n'est allé devant le peuple américain pour défendre cette guerre. Le président n'a jamais prononcé de discours expliquant que nous allions combattre l'Iran, que nous allions faire la guerre à l'Iran parce que les Israéliens ne veulent pas que l'Iran ait des armes nucléaires, et que nous sommes d'accord avec cela, parce que les Israéliens ne veulent pas que l'Iran possède son arsenal de missiles balistiques, et que nous sommes d'accord avec cela, et parce que les Israéliens ne veulent pas que l'Iran coopère avec qui que ce soit dans la région contre eux, et que nous sommes d'accord avec cela. Apparemment, la démocratie est très importante jusqu'au moment où l'argumentaire de vente pour la guerre devient trop gênant à prononcer à voix haute. Il n'a jamais construit le dossier. Et s'il avait essayé de le faire, la plupart des Américains se seraient demandé pourquoi nous allions encore faire la guerre, simplement parce que c'est ce qu'Israël veut. Il n'a jamais expliqué au peuple américain le caractère crucial de ce combat. Alors que s'est-il passé? Il n'a pas eu besoin d'aller devant le Congrès parce que le Congrès est prisonnier du lobby israélien. Le lobby israélien contrôle la Chambre. Il contrôle le Sénat. Il contrôle aussi, évidemment, Donald Trump et la Maison-Blanche. Certaines personnes rejettent cela et insistent pour dire que personne ne contrôle Donald Trump. Mais si cela ne contrôlait pas Donald Trump, il ne serait pas entré en guerre. Pour ceux qui soutiennent que tout cela concerne en réalité la Chine, l'idée serait soi-disant de nuire à la Chine en étranglant le golfe Persique. C'est une idée assez stupide, parce que si vous essayez vraiment de faire cela, vous allez finir en guerre avec la Chine. La Chine n'est pas un adversaire faible. Toutes les victoires que vous avez remportées contre des Irakiens, des Afghans, des Libyens ou qui que ce soit d'autre ne veulent absolument rien dire. La Chine est une puissance de même rang. C'est une méga-puissance à tous les niveaux imaginables. Une autre puissance continentale qui ne peut pas être conquise. Donc non, je ne pense pas que l'idée était d'entrer en guerre pour nuire à la Chine. Pourtant, des gens à Washington sont assez stupides pour appeler cela un bénéfice imprévu et prétendent que nous nuisons vraiment à la Chine. Cela suppose que les terres rares contrôlées par les Chinois, qui sont si vitales pour nos industries de défense et pour tant d'autres aspects de la vie privée et publique, n'ont en quelque sorte aucun impact. Mais les Chinois peuvent essentiellement nous couper l'accès. Que faisons-nous alors lorsque nous voulons reproduire des missiles, qu'il s'agisse de missiles Patriot, de missiles de frappe, d'avions ou de quoi que ce soit d'autre? À ce stade, il est très stupide de penser que, d'une manière ou d'une autre, cela va nuire à la Chine. Transformer la Chine en cible bonus est le genre d'improvisation stratégique qui ne semble audacieuse qu'avant que quelqu'un ouvre une carte. La Chine est encore plus résiliente que l'Iran. Les Chinois ne vont rester tranquilles que pendant un certain temps avant de finir par conclure que les Américains sont fous, dangereux, et qu'on ne peut pas les laisser continuer ainsi. La Chine a une flotte. Elle a la capacité. Combien de temps attend-elle avant de descendre dans la mer de Chine méridionale et de traverser directement le détroit de Malacca? Après tout, notre petit blocus mondial, si nous le mettons en œuvre, ne fera que restreindre davantage l'accès de tous les autres golfes persiques, parce que nous vérifierons non seulement tout ce qui en sort, mais nous ne laisserons probablement rien y entrer. Toute cette affaire est une catastrophe. Donald Trump doit prendre une décision. Il y a 3 options possibles. Premièrement, il peut reconnaître que c'est stupide, et pour des raisons humanitaires, mettre fin à notre conflit avec l'Iran, en acceptant que nous devrons trouver d'autres moyens de résoudre nos différends. Deuxièmement, il peut maintenir le blocus aussi longtemps qu'il pense en avoir besoin, jusqu'à ce que les Iraniens soient supposément tous affamés et finissent par crier grâce, comme il l'a mentionné l'autre jour. Mais cela ne va pas arriver. Les Iraniens vont certainement survivre à cela. Ils vivent dans une forteresse géante entourée de montagnes. Ils disposent de quantités inépuisables de missiles et de systèmes sans équipage. Ils peuvent frapper tout ce qui s'approche à moins de 500 000 de leurs frontières, voire plus. Ils ne vont nulle part. C'est la partie qu'aucun discours de victoire de style campagne électorale ne peut aplatir. La géographie n'applaudit pas sur commande. Cela ramène la question à la possibilité de reprendre les frappes cinétiques et de recommencer la guerre aérienne et de missiles. Et souvenez-vous, il y a des milliers de soldats au sol qui, au moins en théorie, pourraient être employés dans le golfe Persique d'une certaine manière. La question devient donc de savoir ce qu'il va faire. Pour comprendre cela, il faut revenir à la nature de Trump. La nature de Trump, c'est Roy Cohn. Et qu'est-ce que Roy Cohn lui a enseigné? Premièrement, tout nier.
Deuxièmement, attaquer, attaquer, attaquer. Troisièmement, transformer tout en victoire. Mais Donald Trump n'est pas un homme stupide. Il ne peut pas simplement se retirer de cette affaire et prétendre que nous avons tout détruit et que nous avons gagné. Il n'y a qu'un nombre limité de fois où il peut dire à tout le monde que nous avons vaincu la marine iranienne ou vaincu son armée, ou plutôt son aviation, alors que les deux sont sans importance décisive pour les Iraniens. Personne n'y croit. Cela signifie donc qu'il fait face à une humiliation nationale. Le scénario dit déclarer la victoire, mais la réalité continue de refuser de tenir correctement les cartons de réplique. La seule façon pour lui de s'en sortir est de reconnaître que nous souffrons davantage chez nous à cause de cela, que ce qui est bon pour lui politiquement est bon pour le peuple américain. Deuxièmement, il doit comprendre que le monde entier s'aligne progressivement avec l'Iran contre nous. Alors que devrait-il faire? Il devrait se retirer. Il devrait dire que, pour des raisons humanitaires, il le doit au reste du monde. C'est un problème mondial. Nous ne le résoudrons pas par la puissance militaire. Mais je ne le vois pas faire cela. Il n'y a personne là-bas pour nous sauver. Je pense donc que l'une de deux choses doit se produire. Si le président Trump ne trouve pas en lui la capacité d'accepter la réalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne peut pas gagner, s'il n'est pas disposé à faire des concessions, et s'il veut faire traîner cela mois après mois, ce qui est une possibilité distincte que nous ne devrions pas exclure, alors même s'il recommence à lancer des frappes, ces frappes ne produiront pas l'effet qu'il recherche. Cela signifie que même après avoir lancé davantage de frappes, il restera coincé avec le même problème essentiel. La guerre est une idée très stupide. La guerre est trop destructrice. Elle nuit à l'activité commerciale. Elle détruit les niveaux de vie. Personne ne veut y être associé. Nous sommes ceux qui parlent de guerre. Quand vous allez à des conférences en Asie, ce sont toujours les États-Unis qui essaient de convaincre tout le monde de les rejoindre dans une sorte de nouvelle relation trilatérale pour attaquer la Chine. Très récemment, nous avons eu le général 4 étoiles de l'armée en Corée, un endroit où les gens aimeraient beaucoup que l'armée américaine parte et rentre chez elle. Nous sommes là depuis plus de 70 ans. Ils en ont assez. Ils pensent que nous devrions partir. Ils ne se sentent pas menacés par la Chine et ils savent que la Corée du Nord ne va pas les attaquer. Mais il a fait une déclaration publique disant qu'il était temps pour nous de relier le Japon, la Corée et les Philippines afin de bâtir ce qu'il a appelé un kill web visant la Chine. Ce dont il parle réellement, c'est de ce que nous voyons en Iran. Un système de frappe ISR, c'est-à-dire renseignement, surveillance et reconnaissance, avec des moyens de tous types, du fond marin à l'espace, reliés à toutes sortes d'armes d'attaque à distance, longue portée, moyenne portée et courte portée, et dirigés contre la Chine. Nous avons une batterie de missiles balistiques de théâtre installée sur l'île septentrionale de Luzon, aux Philippines pointée vers la Chine. Quand la diplomatie commence à ressembler à une brochure d'armement, le problème n'est plus seulement le micro. Si vous êtes chinois et que vous écoutez ces absurdités, si vous voyez où nous sommes et ce que nous faisons, vous devenez convaincu que vous devez rester sur vos gardes. Vous ne voulez peut-être pas la guerre, mais vous regardez les gens au pouvoir à Washington et vous concluez que ces gens veulent une guerre. Donc l'Iran, qui est un fournisseur majeur de produits pétroliers pour la Chine, est quelqu'un que la Chine va aider et soutenir. L'Iran est aussi vital pour l'initiative des nouvelles routes de la soie. Toute l'initiative des nouvelles routes de la soie n'est pas née parce que quelqu'un en Chine s'est réveillé en voulant reconstruire la route de la soie qui fonctionnait efficacement sous l'Empire mongol. Elle est née de la conclusion que la Chine avait besoin d'une alternative au commerce maritime parce qu'il existe une organisation dans le Pacifique appelée la Marine américaine. La Chine ne sait pas quand la marine américaine essaiera de la bloquer, quand elle tentera de détruire les ports chinois et d'empêcher la Chine de faire des affaires. La Chine a donc besoin d'un réseau de routes et de chemins de fer à travers toute l'Asie centrale, s'étendant jusqu'en Iran, puis éventuellement, je le soupçonne, à travers le canal de Suez et vers l'Afrique, ainsi que jusqu'à Rochefort, en France, sur la côte ouest. Ces éléments sont considérés comme des nécessités stratégiques, comme essentielles à la sécurité nationale chinoise. Donc oui, les Chinois feront tout ce qu'ils peuvent pour aider les Iraniens à survivre à cette expérience. Les Russes en font beaucoup aussi, mais ils sont encore immobilisés dans l'est de l'Ukraine parce que le président Poutine a espéré contre toute attente, pendant des années, pouvoir négocier la fin de la guerre. Je pense qu'il commence enfin à comprendre que personne ne va s'asseoir à la table et négocier avec lui. Cela pourrait changer si Merz disparaît à Berlin, si Starmer disparaît à Londres et si Macron disparaît en France, mais tant que cela ne se produira pas, il devra gagner la guerre une bonne fois pour toutes. Je pense que c'est là que se dirigent les Russes. Donc l'Iran ne recevra pas tout à fait autant de la Russie que de la Chine, mais tout le monde nous regarde à travers le même prisme. Le prisme à travers lequel nous regardons le reste du monde est déformé, il est irréaliste. Il ne correspond pas à la réalité. Nous sommes en décalage avec la réalité de cette planète.
Nous ne voulons pas vivre dans un monde où nous ne sommes pas la puissance hégémonique. Voilà ce dont il s'agit, en fin de compte. Le monde continue de changer tandis que le scénario favorable à Trump exige sans cesse une rediffusion du même vieux fantasme impérial. Dans l'esprit de Trump, s'il ne peut pas écraser l'Iran et le contraindre à se soumettre, alors nous avons de sérieux problèmes. La possibilité que nous n'ayons pas à faire cela, que toute cette guerre aurait pu être évitée, que les Israéliens vont devoir apprendre à vivre comme un État normal au Moyen-Orient, ces choses-là ne lui viennent pas à l'esprit. C'est cela le problème. Donc la question revient à savoir où nous allons maintenant. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il ne va pas, dans son propre esprit, déchaîner l'enfer dans une ultime tentative pour essayer de faire plier l'Iran. Cela ne va pas fonctionner. Et je n'exclurai pas la possibilité que les Iraniens démontrent certaines capacités que nous n'avons pas encore vues. Appeler cela « déchaîner l'enfer » peut sembler puissant au pupitre. Sur le terrain, c'est généralement seulement une autre façon d'admettre que le plan a échoué. Je pense que cela arrivera.